Le numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory. Au sommaire de cette édition, la liste des 35 joueurs présélectionnés par Luis Fernandez pour le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2017. Ça sera le 6 septembre prochain du côté de Harare. Le stade de Nongo se meurt. Cette infrastructure offerte par la coopération sino-guinéenne ne sert pas au football, mais à la remise de diplômes pour les universités de la place. Le Sili Cadet va devoir sortir le grand jeu lors de la Coupe du Monde des cadets de sa catégorie prévue du côté du Chili. L'équipe guinéenne hérite du Brésil, de l'Angleterre et de la Corée du Sud. Rien que ça, une poule très relevée dont on va parler dans cette émission. Bienvenue, c'est Football Factory. Le stade de Nongo change de vocation. Au lieu de servir de cadre pour le football, le lieu sert désormais de lieu de remise de diplôme pour les universités de la place. Pierre Diawara s'est intéressé aux causes de cette situation. Stade de l'amitié de Nongo, un monde fou. On aurait cru que c'était un match du Sili national qui s'y déroule. Il n'en est rien. La foule que vous voyez est venue assister à une cérémonie de remise de diplôme. Alors que la construction du stade a pris fin depuis 2011, il n'a jusqu'ici pas abrité le moindre match. La cause, les travaux de finition, notamment l'adduction du stade en eau et en électricité, dont l'exécution revient à l'État guinéen, n'ont jamais été réalisés. En attendant l'inauguration, on ne sait encore quand de ce joyau. Il sert pour le moment de cadre à des cérémonies de remise de diplômes, des séminaires et autres ateliers. Ces jours-là, une université organise la remise des diplômes d'une de ses promotions sortantes. Ce jeune fan du football, venu assister à la cérémonie, est dépité. Je suis là, c'est pour le remise, mais comme passionné du foot, je suis un peu choqué du fait que ce stade-là n'abrite pas les compétitions sportives. Chaque année, à chaque fin de cycle, on assiste à des remises de diplômes de telle sorte. Moi, en tant que fan du football, j'aimerais que l'État fasse tous ses moyens pour mettre à la disposition de ces grandes enceintes les moyens disponibles afin qu'ils puissent accueillir des matchs de football là. Ce qui désole encore plus est ailleurs. Vu de loin, la bâtisse est une splendide merveille, mais vu de l'intérieur, la réalité est tout autre. Le stade n'a pas encore 5 ans, mais il affiche d'ores et déjà une image d'une vieille enceinte qui se meurt. La pelouse n'existe plus. Ce que vous apercevez est digne d'un champ de patates. La toiture est en lambeaux, des parties de murs fissurées. Bref, un visage triste. Une lueur d'espoir semble cependant pointer à l'horizon quant à une future opérationnalisation de ce nouveau, mais déjà vieux stade. Une entreprise a décroché le contrat de la réfection de la pelouse. C'est probablement après ces travaux qu'on pourra espérer enfin voir ce stade abriter un événement sportif. C'est pourquoi il a été bâti. Avec nous sur ce plateau, Tcherno Amadou Makadji du site Foot 224. Avec lui, nous allons revenir sur la liste des 35 joueurs retenus par Luis Fernandez pour le match contre les Zimbabwe. Ça sera le 6 septembre prochain du côté du Harare. Mais avant, nous allons prendre connaissance avec le staff technique de Luis Fernandez qui était présent à Conakry en partie, puisque 4 membres, dont lui, était présent pour le point de presse et de réunion avec la Fédération guinéenne de football. Au cours de leur séjour, Korka Diallo les a rencontrés. Il a parlé notamment avec Laurent Hatton et Kaba Diawara sur leur projet pour cette sélection. C'est un staff composé de 10 cadres que Luis Fernandez a mis en place pour l'aider à tenir les rênes du Sili national. Parmi les membres du staff technique, 2 Guinéens, Kaba Diawara, coordinateur sportif, et Amara Simba, coordinateur sportif adjoint. Pour Kaba Diawara, le travail sera aussi de dénicher les talents évoluant hors du pays en vue de leur sélection en équipe nationale. L'ancien international guinéen s'est déjà mis à la tâche. Partout, il y en a à Lyon, il y en a même, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui sont en équipe de France des Mondes 19.
qui participent au championnat d'Europe en ce moment. Donc on les a contactés personnellement. J'ai des journalistes aussi qui m'appellent, qui me donnent des informations. Je les ai appelés. Ils sont certains prêts à venir, d'autres ils ont un petit peu peur. Ils regardent, ils observent. J'ai appelé des parents, parce que vous savez très bien comment ça se passe chez nous. On appelle d'abord les parents qui sont de la génération de mes grands frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près une cinquantaine d'années. Donc je suis quand même proche d'eux. Et c'est toujours le même son de cloche. Les parents ont peur. Ils ont peur pour leur avenir de leur enfant. Donc ils ne sont pas toujours prêts à venir. Et c'est ça qu'on essaie de faire, de convaincre ces parents-là, ces joueurs-là, qui a vraiment un avenir à faire venir leur fils jouer en Guinée. Dans ce staff technique également, Laurent Hatton, sélectionneur adjoint permanent, chargé aussi de suivre les joueurs guinéens évoluant dans le pays. Le français sera donc les yeux de Luis Fernandez en République de Guinée et le travail a débuté de ce côté aussi. Il y a déjà des joueurs locaux qui ont été sélectionnés, ils étaient au nombre de 5 lors du dernier rassemblement. Nous n'avons pas encore vu superviser les matchs, mais ça va se faire. Ça, ce sont des actions à moyen terme. Aujourd'hui, la priorité, je vous le répète, c'est que l'équipe fasse des bons résultats. Donc on s'attache à travailler avec un groupe que l'on connaît déjà et viendra ensuite le temps de superviser les joueurs locaux. Je crois qu'ils ont également, avec M. Lapé en Bangoura, une échéance importante avec la qualification pour le Tchad. On supervisera aussi ces matchs-là, puisque le sélectionneur local prend aussi les meilleurs joueurs du championnat local. Donc ils seront déjà rassemblés, nous n'aurons qu'à les observer. Cette observation des joueurs locaux devra aussi permettre très prochainement la mise en place d'une aide à la politique technique nationale du football guinéen. Le coup d'envoi est donc donné à tous les niveaux. Reste à savoir ce que cette équipe de Luis Fernandez pourra apporter au football guinéen. Ce staff technique et le sélectionneur Luis Fernandez ont dévoilé une liste de 35 joueurs présélectionnés pour le match contre le Zimbabwe. Une liste qui comprend 5 gardiens, dont Nabi Yatara, Condé Nohan, Kamara Aboubakar, Keita Abdulaziz, Touré Youssouf, 10 défenseurs, Florentin Pogba, le capitaine, Kamara Fodé, Sila Isiaga, Diop Oumar, Sidibé Ousmane, Bangoura Ibrahima Sori, Kamara Al-Seni, Condé Sekou, Kamara Ben Youssouf, Camille Zayat, 9 milieux de terrain bien entendu, Landel Guy Michel, Diarra Mohamed, Kamara Lanfia, Nabi Keita, Boubacar Fofana, Constant Kevin, Conté Ibrahima Sori, Traoré Ibrahima, Bangoura Karba Ismaël et 11 attaquants, Sila Idrissa, Keita Sekou, Bangoura Alassane, Souma Seydouba, Kamano François, Kamara Aboubakar Demba, Pogba Mathias, Keita Morifalo, Bangoura Al-Khali, Sissé Salim, Yatara Mohamed Lamine. 35 joueurs retenus par Luis Fernandez Makadji. On retient d'emblée l'absence de quelques noms qui nous font tiquer, dont Abdul Razagui, qui on pouvait imaginer pouvait apporter sur ce match de Harare. Bien sûr, d'autant plus qu'il a bien démarré avec le SCO d'Angers. Il faut rappeler qu'à l'issue de la première journée de Ligue 1 française, Razagui a été quand même le premier buteur du SCO après 21 ans d'absence. Maintenant, il faut rappeler également que Razagui est dans un problème au sein de cette sélection guinéenne. Un problème, on se rappelle, qui est né du dernier regroupement du Sili national à Lys, Stade Léonard de Vinci. Après, ce n'était pas le seul concerné. Nous, on a des zones d'ombre. On ne comprend pas pourquoi Razagui, par exemple, est absent, alors qu'on a un mec comme Ibrahima Traoré qui est présent sur la liste, alors que les deux étaient dans le même problème. Est-ce que Ibou a présenté des excuses que Razagui n'a pas fait? Ça reste en tout cas des points d'interrogation. Mais on ne sait pas pourquoi Razagui n'est pas présent sur cette pré-liste. Si on pouvait avoir accès à Luis Fernandez et lui de poser cette question, je pense que ça serait bien qu'il édifie l'opinion publique sur l'absence d'Abdul Razagui Kamara de cette liste.
si les joueurs sous sanction sont présents sur cette liste, je pense que l'ensemble de ces joueurs devaient bénéficier de cette circonstance pour être sur la liste. Ce que je suis en train de dire, c'est que voilà, on sait qu'il avait exigé des excuses publiques. On est informé des excuses présentées par Ibrahima Konté et Idrissa Silla d'Anderlecht. Mais pour le reste, on n'a pas eu d'informations là-dessus. Mais on retrouve quand même le nom d'Ibrahima Traoré sur la liste, mais pas celui d'Abdelrazaki Camara. C'est une grosse interrogation qu'on se pose. On ne sait pas comment ça se passe sincèrement. En tout cas, on est tenté de croire que les 23 sortiront des 35 qui sont retenus pour l'instant. Et quand on voit que Razagui n'est pas là, on est tenté de croire qu'il ne sera pas peut-être du déplacement du Zimbabwe, même si après peut-être qu'on peut nous surprendre en rappelant d'autres joueurs qui ne sont pas dans cette liste. Sait-on jamais, on a le temps, on a peut-être encore 3 semaines devant nous. On va attendre ces 3 semaines et voir comment ça va se développer, mais ça reste quand même une grosse interrogation. Une grosse interrogation. On retrouve des joueurs dans cette liste. On s'interroge notamment sur la présence de Morifalo Keïta, qui joue du côté de Luxembourg, dont on ne connaît pas grand-chose, mais également du gardien titulaire de cette formation du Chili, puisqu'il est sans club. Est-ce que ça veut dire que pour lui, cette opération d'Harare, il s'agit de prendre les joueurs les plus aptes à son sens pour aller gagner ce match? Donc, même en étant sans club, on peut alors profiter et être en sélection. Mais vous savez, le cas Naby, ça reste un cas très particulier. Parce qu'au poste de gardien de but, malheureusement, on n'en a pas trop formé, on n'a pas beaucoup de répondants à ce niveau. On a beau critiquer Naby Atara, on a vu que chaque fois qu'on a voulu changer, on s'est retrouvé face à une situation très compliquée. Donc moi, je pense que Naby, oui, il est sans club, mais après, il a une grosse expérience qui milite en sa faveur. C'est vrai qu'il a été quand même, il s'est rendu coupable de certaines bourdes, mais si vous prenez pas Naby, vous prenez qui après qui soit mieux que lui? Après, je pense qu'également le retour du jeune Aboubacar Camara qui joue du côté de Murcie en D2 espagnol, je pense que c'est quand même salutaire parce que ce jeune, pour moi, incarne la relève au poste de gardien de but. Après Morifalo Keïta, moi je ne sais quoi vous dire là-dessus parce que personnellement, je le connais pas. Je sais qu'il a évolué, je crois, c'est en D3 ou en D4 belge, avant bien sûr qu'il ne file du côté du Luxembourg cet été, mais sincèrement, je ne connais pas trop de ce joueur. Beaucoup de nouveaux noms. Oumar Diop, qui joue du côté du Maroc, on ne le connaît pas trop. C'est de nouveaux Michel visages. l'avait suivi avant de se raviser. Il l'avait pas finalement sélectionné en équipe de Guinée. Mais il y a aussi l'absence qu'il faut noter du Bassier Sadio Diallo, alors qu'il démarre comme titulaire à Bastia. Une petite surprise quand même. Disons qu'il est un peu en train de nous bluffer tous, Sadio Diallo, avec bien sûr son premier match face à son ancien club d'ailleurs, le Stade Rennais, auteur d'une passe décisive sur le but de Jonathan Haïté, une merveille de centre d'ailleurs qui délivre à Jonathan à Floyd Haïté plutôt. Oui, mais après ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a peut-être 3 semaines, on ne pouvait pas tenir le même discours concernant Sadio Diallo. On avait des doutes là-dessus parce qu'on sait que le joueur il vient de loin. Avant qu'il ne joue contre le Stade Rennais, il n'avait plus joué en championnat depuis le mois de janvier. Nous allons revenir sur le sacre du Oroya, vu du point de vue de l'AP Bangoura que notre reporter Korka Diallo a rencontré. Qu'est-ce qui a changé dans le management du club de Matam pour que le Oroya reprenne les devants devant l'AS Kaloum cette saison? Un élément qui vous est proposé par Football Factory. Le Oroya Athletic Club de Conakry vient de remporter le championnat national de Ligue 1 saison 2015. Le club de Matam a été sacré lors de la 20e journée après sa large victoire 8-1 face au FC Séquence. Un nouveau sacre qui se fête forcément. Bon, on se sent très joyeux, très content. Nous allons le manifester avec le président Antonio Soare qui a une confiance en nous. La saison dernière, les Rouges et Blancs n'avaient pas réussi à garder leur titre de champion de Guinée malgré les efforts fournis après leur élimination dans les compétitions africaines. Le club de Matam avait vu son adversaire direct, l'association sportive de Kaloum, l'emporter. Mais cette année, le retour de Kanfori Lapé Bangoura, rappelé par la direction du club alors qu'il était en stage de perfectionnement en France, a beaucoup joué en faveur du club. Le technicien guinéen a dû revoir quelques aspects. J'ai mis un apport, c'est vrai. L'équipe était déjà en place, c'est vrai. Certainement, il y a eu quelques erreurs pendant l'année précédente, mais cette année, certes, on a corrigé, bien que nous ne sommes pas arrivés à bon point, mais je pense que
au fil du temps, on va corriger, on va essayer de lever le niveau, on va renforcer, on va travailler. Surtout, j'ai trouvé une équipe, c'est vrai, j'ai dit qu'il y avait quelques déficits physiques, dû au fait qu'il n'y a pas eu une très bonne préparation d'avant-saison. Je pense que cette année, on tiendra compte, on remettra un travail planifié. Je pense que, comme vous l'avez si bien demandé, on a corrigé quelques erreurs qui ont abouti. Aujourd'hui, le Orea se retrouve. Ce nouveau titre de champion de Guinée, 15e d'ailleurs dans l'histoire de cette formation, lui permet déjà d'être africain la saison prochaine. Mais le coach de cette équipe est encore gourmand. Il compte avec ses poulets garder jalousement le trophée de la Coupe nationale gagné la saison dernière. Le Orea champion a quelques représentants dans cette liste. On sait qu'il y a Fodé Camara qui est régulièrement sélectionné, Ibrahima Sori Bangoura qui était de la dernière expédition, mais il y a cette fois-ci la présence de Ben Youssouf Camara, le capitaine du Orea, qui forcément n'était pas attendu à ce niveau-là. Ben Youssouf, qu'il faut le rappeler également, n'est pas sa première sélection, parce que je pense que Michel Duciel avait également sélectionné à un moment. Après Ben Youssouf, on se rappelle quand même qu'en début de saison, on avait beaucoup de doutes là-dessus. Il manquait beaucoup de certitude dans la défense du Orea. Mais après, depuis le retour de l'AP, moi je sens quand même une certaine métamorphose. Je ne sais pas, peut-être que l'AP a su trouver le bon discours pour bien sûr amener ce joueur à reprendre de la confiance, parce qu'on sait quand même qu'il avait connu une grosse période de disette avec son exil du côté de la Slovaquie avec le FC Žilina. Après il est revenu, c'est refait sur de mois, mais sur les derniers matchs de Ben Youssouf que j'ai vus, j'ai retrouvé les qualités qu'il avait perdues à un moment, c'est-à-dire l'anticipation, le jeu de tête. Je pense que le match que Luis Fernandez a vu de lui en championnat, je pense qu'habilité beaucoup en faveur de sa convocation, et je pense que c'est à cause de cela que Luis l'a retenu. Maintenant, ces 35 joueurs présélectionnés, rester dans la liste des 23 qui iront du côté du Zimbabwe, ça reste autre chose. Maintenant, à lui de saisir sa chance. Et voilà, c'est tout bénef pour lui et son club. On retrouve 3 noms calumistes aussi dans cette liste, avec 2 gardiens. Abdulaziz Keita qui revient après sa petite période de suspension, mais aussi Youssouf Touré qui est porté disparu du côté de Kaloum. On apprend qu'il est du côté de l'Europe. Plus le jeune latéral Camara Alseni qui a fait une saison exceptionnelle cette année. Après, c'est naturel, je pense que c'est tout à fait normal. C'est quand même les 2 meilleurs clubs qu'on a dans notre championnat. Donc prendre des joueurs du côté du Orea ou de l'AS Kaloum, pour moi, c'est pas un problème en soi. Après, s'il y a d'autres joueurs qui se signalent dans d'autres clubs, pourquoi pas. Mais si c'est le Orea et l'AS Kaloum qui sont aujourd'hui les 2 meilleurs clubs de ce championnat, qui luttent en tout cas au haut du tableau, c'est pas fortuit. C'est parce que certainement ces 2 équipes ont des joueurs qui ont du talent, qui ont du potentiel, qui ont de l'expérience. Après, ces joueurs qui ont été sélectionnés là de ces 2 clubs, c'est pas non plus des joueurs qui sont à leur première sélection, c'est des gars qui ont eu peut-être au moins 2 ou 3 caps, donc cet aspect même expérience peut militer un peu en leur faveur, d'autant plus qu'on connaît le niveau de notre championnat, on connaît les autres clubs, comment ça joue. Voilà, ça pose pas trop le ballon, le jeu est trop haché, ça dégage tout le temps. Enfin, il n'y a rien d'élaboré, il n'y a rien de construit. Peut-être l'équipe qui le fait au mieux, c'est le Satellite. Et cette équipe a des joueurs très inexpérimentés. Donc moi, je ne m'offusque pas face au fait que le Orea et l'AS Kaloum a tout le temps des joueurs en sélection. Maintenant, s'il y a d'autres joueurs ailleurs, pourquoi pas? Dernière petite particularité de ces sélectionnés locaux, ils sont tous exclusivement défensifs, gardiens et défenseurs. Est-ce que ça veut dire que le potentiel des joueurs offensifs, on peut penser à Sekou Amadou? Ce qu'il faut voir, c'est pas peut-être le championnat local qui ne fournisse pas peut-être. Il faut voir en fait la nécessité en équipe nationale. On cherche plus des défenseurs aujourd'hui en équipe nationale que des attaquants. Je pense que ce qu'on a aujourd'hui dans cette équipe, c'est des attaquants. On en a en pointe peut-être 3 ou 4 noms qu'on peut sortir. Sur les côtés, on en a également beaucoup. Mais après en défense, on sait que c'est un chantier. Depuis 3 ans maintenant, ça reste un gros chantier, cette défense du style national. Je pense que ça s'explique un peu par cet état de fait. Luis Fernandez, dans sa volonté de pouvoir bâtir une nouvelle défense, peut-être une charnière centrale ou peut-être des latéraux
Parce que quand on regarde l'axe quand même, Camille Zayat aujourd'hui c'est un expérimenté mais qui est plutôt sur la fin de sa carrière internationale. Donc il faut tout de suite trouver des solutions de rechange. Il faut même voir qu'il allait prendre par exemple Sékou Kondé Gondo que nous suivons d'ailleurs à Foot 224 depuis plus d'1 an maintenant, qui a signé à l'Olympique de Donetsk. Je pense que ça s'explique par cette volonté de trouver, disons, une parfaite alchimie aujourd'hui dans cette charnière centrale du style national de Guinée. Quand on voit des jeunes comme Al-Rali Bangoura qui fait des merveilles avec l'Étoile du Sahel en campagne africaine, des gars comme Ibrahima Traoré, Abdul Razagui, François Kamano, Mohamed Lamine Ouattara, Idrissa Silla qui reprend du poil de la bête. C'est quand même compliqué pour un local de postuler à ce poste d'attaquant aussi national. Quel est le prototype de joueur qui doit aller à Harare pour aller chercher un résultat? Déjà des expérimentés, pour moi c'est pas le travail le plus difficile parce que moi j'ai vu des joueurs là, je serais surpris de les voir parmi les 23 du Sili national de Guinée. C'est pas pour les dégrader non plus, avec tout le respect que j'ai pour leur talent, mais pour moi, pour venir en sélection, ce sont les meilleurs des meilleurs, c'est la crème de la crème, donc ça va être très facile. Je pense que Luis Fernandez a élargi cette liste pour voir des jeunes joueurs. Il faut se rappeler quand même par exemple que lors de la préparation du match contre le Swaziland, il y avait eu des jeunes comme Yalani Bayo qui était là mais qu'on ne retrouve pas cette fois-ci parce que Luis n'a tout simplement pas été satisfait de ce qu'il a vu, de ce qu'il a produit. Ceux qui ont fait bonne impression ont été retenus, c'est le cas par exemple du jeune Sékou Keita qui est entre-temps passé du côté des Viantonan-Gaillard. Pour moi c'est très simple, il faut repartir avec des joueurs expérimentés. Voilà, des joueurs qui sont déjà habitués à ce parfum-là, parce que le déplacement à Harare, vous le savez, vous y avez été, ça va être très chaud quand même. C'est un match ça sera pas une partie de plaisir. Et nous, on sait que c'est un enjeu de taille pour nous, parce que si on perd, ça compliquerait notre qualification à la Coupe d'Afrique en 2017. Donc voilà, après j'ai été surpris également de voir d'autres joueurs expérimentés revenir en sélection. Parce que quand j'ai vu par exemple quelqu'un comme Lamfia revenir, alors qu'on se disait à un moment quand même que c'était fini pour lui en sélection. Peut-être pour lui, histoire de renforcer son groupe. On verra qu'est-ce qu'il dira du cas de Abdul Razagui et de Sadio Diallo, le sélectionneur national, qu'on va tenter d'avoir bien entendu dans Football Factory Radio Edit avec Alassane Djiré Diallo. Ça sera dans les éditions qui vont suivre avant ce déplacement du côté du Zimbabwe. Pour continuer dans cette émission, la mise en place d'une ligue professionnelle est un projet en cours depuis un certain nombre de temps, depuis 2 ans évidemment. Cette année, c'est la dernière avant la mise en place avant le passage au statut professionnel. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Une analyse et un reportage de Pierre Fatewa Diawara. Le football guinéen pourrait connaître à partir de la saison prochaine un tournant décisif. En effet, la FIFA et la CAF demandent aux pays dont les championnats sont encore amateurs de passer aux professionnels. L'échéance étant fixée pour 2015, les acteurs du football en ont fait leur credo. Le principal porteur du projet, le président du Orea, pour Antonio Soare, il est impératif que le championnat passe aux professionnels. D'abord, je vous confirme, je ne suis pas de la fédération, mais je vous confirme que nous passons à la ligue professionnelle. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça donne un plus à notre football. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui fait surtout, nous, ça nous a causé beaucoup de préjudice. Nous avons pris des enfants, des jeunes joueurs qui sont venus des écoles de football, qui n'ont jamais joué sur des terrains à gravier. Chacun vit son temps. Nous, on a vécu ce temps, mais aujourd'hui, les enfants de maintenant ne vivent pas ce temps. Si dans l'absolu, le projet est salutaire et fait l'unanimité dans le milieu du football, il faut dire que la réalisation d'un tel projet nécessite un certain nombre de préalables, notamment des infrastructures et des moyens pour des clubs. À ces jours, à part le cadre juridique qui est en train d'être rédigé, rien sur le terrain ne se prête à un tel changement. Mais pour Antonio Soare, la solution est simple. Moi, je vous promets que le football guinéen évoluera positivement et sa santé s'améliorera et les installations vont s'améliorer. On ne dit pas qu'on va construire des stades, ça c'est le domaine de l'État. On aura dans chaque région naturelle quelques terrains qui auront des synthétiques et nous exigerons à ce que ces compétitions se passent sur ces terrains parce que le football ce n'est pas que Conakry seulement. Si vous regardez bien l'histoire du football guinéen, les meilleurs joueurs qui ont fait la gloire de la Guinée ne sont pas venus de Conakry, ils sont venus de l'intérieur du pays. Si le projet de passer du championnat amateur au professionnel est devenu une obsession pour les acteurs du football, c'est pour 2 raisons principales. D'abord, c'est pour se conformer aux standards de la CAF et de la FIFA. Ensuite, c'est surtout pour les bénéfices qu'offre le professionnel. Le projet est donc lancé avec la rédaction du cadre juridique et réglementaire. L'intersaison nous donnera certainement des indicateurs si la nouvelle saison démarrera sous l'étendard de la Ligue professionnelle.
On espère que la mise en place de cette ligue professionnelle va permettre de continuer à qualifier le football local pour permettre beaucoup plus d'impact et d'apport au niveau de la sélection nationale, dont on va continuer à suivre bien sûr les exploits pour vous dans Football Factory. Nous allons maintenant revenir sur le tirage au sort du Sili Cadet, le Sili Cadet qui hérite dans sa poule B du Brésil, de l'Angleterre bien entendu et de la Corée du Sud. Un tirage qu'on qualifierait de mi-figue, mi-raisin, puisqu'on hérite quand même d'une grosse équipe dans ces catégories-là. On n'a pas du tout été épargné, il faut le reconnaître, quand on tombe sur le Brésil, l'Angleterre et la Corée du Sud. Il faut dire quand même que ce n'est pas forcément les meilleurs choix. Maintenant, quand on va à une compétition, à une phase finale, on n'a pas le choix. On sait que déjà qu'il faut s'attendre à jouer toutes les équipes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la logique chez les seniors n'est pas forcément la logique chez les jeunes. La preuve est que le record, par exemple, de trophées remportés dans cette édition est détenu par le Nigeria, qui en a 4 éditions remportées. Maintenant, on a le Brésil. Mais il faut rappeler que le Brésil, quand même, depuis 2003, court après un trophée. Depuis cette époque, la Seleção brésilienne n'a toujours pas réussi à remporter cette compétition. Après l'Angleterre, c'est une seule participation à la phase finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, c'était en 2007. Mais il faut rappeler le parcours, c'était une élimination en quart de finale. Et la Corée du Sud a été par 2 reprises en quart de finale, c'était en 2009 et en 2011, si ma mémoire est bonne. Et nous, on est à notre 4e participation, le Sili national de Guinée. Donc ça va être compliqué, mais à Hamidou Camara de pouvoir trouver le parfait discours pour bien sûr essayer de faire baisser un peu la pression, expliquer à ces gamins qui sont face à des jeunes joueurs brésiliens. C'est vrai que derrière, il y a l'aura du Brésil qui va forcément peser, mais ce sont des copains qu'ils auront en face. Après, c'est largement jouable. Et les rappeler par exemple que des sélections comme le Nigeria ont réussi quand même à avoir 4 trophées dans cette compétition, alors qu'en senior, le Nigeria n'a jamais réussi à remporter de Coupe du Monde. Donc c'est dire qu'il y a un fossé quand même entre la Coupe du Monde des U17 et les seniors. Donc sortir, s'il réussit ce travail psychologique, je pense que déjà ça sera un grand pas de franchi par Hamidou Camara. Oui, nous on a été la semaine dernière avec les équipes de Football Factory du côté d'El Jadida. C'est une équipe qui se prépare dans de meilleures conditions, avec beaucoup de confiance. Sur les matchs amicaux, on voit quand même une équipe qui essaye de poser le jeu et d'essayer d'avancer. Mais là, en Coupe du Monde, ils seront face à de l'adversité, avec des équipes rodées qui tiennent le ballon. Les Brésiliens, on sait les caractéristiques. Seule chose qui m'inspire un peu, qui peut un peu atténuer ces inquiétudes, c'est aussi le fait que les équipes européennes sont moins performantes dans ces catégories-là. On peut estimer que le Brésil peut être favorite dans cette poule, mais que les 3 autres équipes peuvent chacune tirer son épingle du jeu. Vous et moi, nous étions du côté du Niger. On avait vu le parcours phénoménal que cette équipe avait réussi en phase éliminatoire, mais arrivé à la phase finale, à un moment, elle avait montré quelques limites. Mais à ce niveau également, il faut qu'on travaille beaucoup au niveau du staff technique sur la récupération, parce que ça compte énormément en phase finale. On a quoi? Du 17 au 23, on a 3 matchs qu'on va jouer. Donc il faudra constamment répéter les efforts. Et si les enfants ne sont pas dans de bonnes mains pour qu'ils puissent vite récupérer des matchs qu'ils vont jouer, je pense que ça pourra se jouer également sur ces détails. Maintenant, oui, l'Angleterre, c'est une participation, on ne connaît pas trop cette sélection, mais à un moment, la différence de niveau, je pense qu'elle peut peser, elle peut se faire ressentir sur des petits détails. On peut être très enthousiaste, on peut développer un beau jeu. On sait d'ailleurs que le Sili national de Guinée a également ça dans son ADN, jouer, on est très technique, mais à un moment, c'est sur des détails que ça se joue. Et je pense que si déjà Hamidou Camara réussit, comme je l'ai dit tantôt, à travailler sur l'aspect psychologique pour essayer de dédramatiser un peu, enfin si je peux me permettre d'utiliser ce mot, la situation aux yeux des enfants, je pense que ça serait déjà bien. Et après, si on réussit à sortir de la phase de poule, ça serait déjà bien. Mais comme je le dis, dans cette phase finale, on n'a absolument rien à perdre. Ça sera peut-être une valeur sur laquelle on pourra jouer. Déjà, aller en Coupe du Monde, c'est un sacré exploit que ces jeunes ont réussi. Si on sort de la phase de groupe, pourquoi pas. Mais après, s'ils sont éliminés, on ne va pas leur en vouloir. Et ce manque de pression sur eux, peut-être pour être un facteur déclencheur qui les permette, bien sûr, d'aller se surpasser, d'aller titiller ces grandes nations de football. L'équipe nationale cadette va poursuivre sa préparation avant de rallier Conakry et le Brésil pour un séjour de 2 à 3 semaines avant
le Chili, où les choses sérieuses vont démarrer. Merci Tierno Amadou Makadji d'avoir fait le déplacement pour analyser ce tirage, mais également cette liste de Luis Fernandez. On se retrouve assez rapidement dans cette émission pour parler football également. On vous suit avec beaucoup de plaisir sur la toile, sur Foot 224. Merci à vous. Et comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de retrouver le plateau avec vous. La semaine prochaine, nous serons exclusivement concentrés sur le congrès électif de la Fédération guinéenne de football, un congrès qui aura lieu le 14 août prochain du côté du Palais du Peuple. On suivra les coulisses de cet événement puisque Football Factory a fait accréditer toutes ses équipes. On vous donnera la composition de la nouvelle équipe et ses objectifs puisqu'on sait que cette fédération a des challenges et des objectifs qui doivent continuer à monter pour encore qualifier notre football. On vous remercie de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt sur ce plateau. Celcom, le numéro 1, c'est vous.